Bonjour à tous, vous vous retrouvez sur le 150e webinaire de votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Nous allons évoquer le recrutement et ce webinaire est la deuxième étape. Ce matin, nous avons fait une première étape sur un coaching pour des chefs d'entreprise concernant un recrutement inversé. Recrute ton boss. Ça veut donc dire que ce sont les chefs d'entreprise qui vont faire un pitch par rapport à des futurs collaborateurs et vont chercher à les séduire. Donc ce matin, nous avons travaillé sur ce coaching et nous avions déjà Marc-Alexis Roquejoffre sur cette première étape. Maintenant, nous sommes sur la deuxième étape, c'est recueillir la parole de chefs d'entreprise qui sont à mes côtés, à la fois Sébastien Giron, à la fois Nathalie, euh, non, Julie Lagadec, pardon, Julie Lagadec. Ensuite, nous avons Charlotte Bourguin. Et ensuite, nous aurons deux experts qui vont compléter les propos qui vont être tenus par nos chefs d'entreprise. C'est à la fois Nathalie Allot, directrice territoriale de Pôle emploi, et Marc-Alexis Roquejoffre, conseiller technique à la CCI. Là, vous avez un transporteur de personnes, en la personne de Sébastien. Julie, elle, c'est responsabilité comptabilité ressources humaines de Kenzai. Et Charlotte Bourguin, c'est la directrice des ressources humaines de la PAG. Voilà. À l'issue de cette deuxième étape, qui est ce webinaire où on recueille la parole des chefs d'entreprise et où des experts complètent cette parole, nous aurons la phase numéro 3, qui est un rendez-vous à la préfecture pour recruter ton boss. Ça aura lieu le 15 novembre de 17h à 20h en partenariat avec les services de l'État à la préfecture du Puy-de-Dôme. Et là, comme je vous l'évoquais au début, c'est un pitch pour des chefs d'entreprise qui auront 3 minutes pour présenter leur entreprise et ensuite auront une dizaine de minutes de dialogue avec des peut-être futurs salariés. Et ce dialogue a été préparé ce matin et nous aurons donc une expérimentation inversée qui nous permettra de revenir vers vous pour se dire est-ce que ces nouvelles attentes de nos collaborateurs, ces nouvelles attentes d'une nouvelle génération, est-ce qu'un job d'éthique inversé est pertinent pour recruter ces futurs salariés. J'aurai l'occasion de lire les questions que vous nous poserez et de les soumettre à la fois aux chefs d'entreprise et à nos experts. Ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur les chaînes YouTube et sur le site de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme, votre Chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Et bien entendu, nous aurons avec vous une synthèse après le 15 novembre pour vous donner le résultat de notre expérimentation. Alors dès à présent, je m'adresse à Sébastien Giron et je lui pose la question de comment il vit le recrutement, comment il fait avec une nouvelle génération, comment il fait aussi avec une génération qui a 30 à 40 ans, et quelles sont les postures et quels sont les conseils et quels sont les ressentis qu'il a par rapport au recrutement aujourd'hui. Voilà autant de questions. On cherche dans ce webinaire à avoir une parole libérée. Et je suis persuadé que nos partenaires, à la fois chefs d'entreprise et experts, sauront nous apporter le vécu de leur entreprise. Sébastien. Alors bonsoir à toutes et à tous, merci Président. Alors sur les recrutements aujourd'hui, en effet, un autre petit niveau dans le transport routier de voyageurs, entre autres. C'est vrai qu'il faut s'adapter aux nouvelles générations. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la qualité de vie au travail. Ça, c'est un facteur qui est primordial. Et l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Alors pour certains postes, ça paraît plus facile, avec du télétravail pour des administratifs ou des choses comme ça. Je vois nous, pour le gros notre masse salariale, les conducteurs d'autocars, le télétravail paraît plutôt compliqué, ou encore ça ne sera pas à l'échelle de tout de suite. Donc c'est vrai qu'après aujourd'hui sur les recrutements, après le recrutement boss c'est pareil, ça va participer à un échange, mais c'est surtout aussi dans l'état psychologique des salariés, où aujourd'hui quand on fait un recrutement en entreprise, souvent il y a le chef d'entreprise ou responsable des ressources humaines derrière son bureau, et après c'est un dialogue soit, mais il y a toujours, entre guillemets, je vais mettre beaucoup de guillemets, une position dominant-dominée.
Et là, recrute ton boss, psychologiquement, ça peut permettre aussi d'inverser cette position ou au moins de la mettre sur un pied d'égalité. Et j'ai toujours considéré, moi, un recrutement d'un collaborateur ou d'une collaboratrice comme vraiment un échange entre les deux. En effet, le salarié doit se vendre, mais l'entreprise également. Tout comme les périodes d'essai, après, quand on recrute quelqu'un, c'est fait pour tester aussi bien le salarié que le salarié, l'entreprise. Donc, c'est vraiment essayer d'axer sur l'échange qu'on peut avoir avec nos futurs collaborateurs. Alors, merci Sébastien déjà de ce premier regard. Je dois rajouter que je suis content d'accueillir Madame Choisy d'Aubras, qui est la chargée de mission de l'ARAC, dans un moment interviendra et qui interviendra en visio. Pour ce premier échange, Sébastien, merci. Julie, concernant les clés de réussite de recrutement, vous rajouteriez quoi par rapport à votre expérience et au sein de votre entreprise, particulièrement sur votre société Kenzai? Oui, donc nous, Kenzai, on a un négoce de matériaux de construction écologiques. Donc on vend des matériaux de construction écologiques. On a essayé de vraiment travailler sur notre marque employeur et notre attractivité pour essayer d'attirer les profils et également de les fidéliser. Dans le sens où on mettait déjà beaucoup de choses en place dans notre entreprise, mais on ne le disait pas forcément. Donc déjà, nous, avoir une communication plus claire dès le recrutement, avec ce qu'on met en place, les valeurs qu'on défend, et aussi voilà, dès l'entretien, essayer de cadrer beaucoup les choses, comment ça va se passer, quelle perspective d'évolution vous avez, vraiment apporter du sens à moyen long terme aux candidats en fait. Est-ce que Voilà. vous vivez comme Sébastien la relation dominé-dominant ou est-ce que vous essayez d'instaurer un équilibre dans le dialogue? Voilà, non, depuis la crise du Covid, hein, on voit vraiment que les tendances se sont inversées. On a beaucoup moins de candidats déjà quand on met une annonce. Donc on a déjà dû essayer de retravailler nos offres d'emploi pour montrer qu'est-ce qu'on fait quand on travaille chez Kenzai, et quel avantage on a et pourquoi on vient, donner aussi du sens à notre travail en fait, à savoir, les valeurs de l'entreprise chez nous c'est l'entraide, la performance, l'écologie, c'est des valeurs assez fortes qu'on essaie de mettre en avant et voilà Redites-nous doucement les trois valeurs que oui. vous venez de citer. L'écologie, parce qu'on a des Oui, matériaux de construction écologiques, la performance, parce qu'on on vend des matériaux de construction qui sont certes écologiques mais également performance, et dans nos équipes, on prône un certain dynamisme, une certaine performance également. Donc c'est important dans notre équipe d'avoir des gens qui se reconnaissent dans ces valeurs. Et enfin, la dernière, c'est l'entraide, parce que voilà, au sein de l'équipe, puis même avec nos clients en général, on essaie quand même d'avoir ces notions d'esprit d'équipe et d'entraide les uns avec les autres. Donc, la marque employeur, voilà, rien que le fait d'identifier ça, nos valeurs d'entreprise, ça, c'est votre marque employeur. voilà, ça permet, c'est notre marque globale, autant dans les produits qu'on vend que dans notre façon d'être, mais c'est aussi notre marque employeur et rien que de le dire, ça permet de choisir les candidats qui sont en accord avec ces valeurs. D'accord. Tous les deux, le succès de vos recrutements en ce moment. Alors en ce moment, je suis un peu à un contre-courant parfois de certains de mes confrères. C'est que là, j'ai fait un recrutement et j'ai eu la chance pour un poste d'avoir 8 candidatures. Donc aujourd'hui, c'est un vrai luxe. Et pareil, comme disait Julie, on a beaucoup travaillé aussi notre marque employeur. On a fait un peu comme Monsieur Jourdain, où on faisait des choses sans les dire, on s'en rendait pas compte. Et c'est vrai que on s'est mis à dire ce qu'on faisait, tout simplement. Et par exemple, tous les 15 jours, on organise un petit déjeuner de collaborateurs. On a fait des portraits sur les réseaux sociaux aussi de nos collaborateurs, pourquoi ils venaient travailler dans les entreprises, dans notre entreprise, etc. Et c'est vrai que ça a plutôt porté. Donc aujourd'hui, voilà, et nous dans les valeurs, c'est pareil, c'est sur l'esprit d'équipe. Aujourd'hui, j'insiste beaucoup, parce qu'on peut se dire un conducteur de car est seul au volant de l'autocar, oui, mais quand il revient à l'entreprise, il y a l'entraide avec ses collègues, des choses comme ça. Il y a tout un tas de choses qu'on a mis en place, et c'est vrai que c'est relativement important. Et on aperçoit qu'on arrive à se démarquer vraiment par rapport à nos concurrents là-dessus. Julie? Nous, voilà, de même, tous nos recrutements ont été pourvus. On a moins sur des postes, le poste qu'on recrute le plus souvent, c'est préparateur de commandes magasinier. Avant Covid, on avait 100 CV. Après Covid, on en a 15. Mais on arrive à recruter voilà, on est plus qualitatif sur nos recrutements aujourd'hui qu'on l'était il y a 3 ou 4 ans. Par rapport à la tranche d'âge,
Sébastien, Julie, la tranche d'âge aujourd'hui des collaborateurs que vous intégrez dans l'entreprise, vous êtes sur des premiers emplois ou sur des personnes qui sont plus matures, qui ont déjà travaillé, ou les deux sont intégrés dans vos entreprises? Là, sur les derniers recrutements, c'est des personnes c'est déjà le 2 ou 3e emploi. Après, nous, historiquement, les conducteurs d'autocar, c'est souvent, j'allais dire, un 2e emploi, parce qu'il y avait l'âge du permis à 21 ans, donc sortie d'école, c'était compliqué. Ça arrivait de temps en temps, mais la majorité du temps, mais là, on est sur notre tendance habituelle. Nous, ce sont aussi des 2e ou 3e emplois. En moyenne d'âge, on va être à peine 40 ans chez nous. Donc on est quand même jeune, mais c'est quand même des gens qui ont fait 2-3 emplois qui ont déjà une expérience. Avant de venir, effectivement. Et est-ce que vous avez dans les recrutements que vous faites, est-ce que vous prenez des gens qui arrivent sans aucune formation? Ou c'est pas l'objectif, ou c'est pas dans vos schémas? Pas forcément la formation, mais l'expérience, d'avoir quand même c'est nécessaire. Un minimum d'expérience. Nous, sur des types, c'est quand même des métiers assez techniques, où on va avoir de la conduite de chariot élévateur, ce genre de choses. Donc il faut quand même un minimum de formation. Sur d'autres postes, type commercial, vendeur au magasin, on va accepter. On a un monsieur qu'on a embauché en 2021 qui venait de la restauration, de l'hôtellerie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même le sens de la clientèle. Certes, matériaux de construction, ça ne le parlait pas du tout, mais il avait envie d'apprendre. Et non, c'est pas. Le savoir-être est très important aussi, le dynamisme, la capacité à apprendre avant tout et à s'adapter. Alors, Sébastien, il faut savoir responsabilité, sécurité, permis de conduire. Alors, permis de conduire, pas forcément, parce qu'on a employé par exemple un jeune au printemps dernier qui était venu nous voir dans l'hiver. On lui a trouvé une formation qui a été financée par Pôle emploi pour passer le permis, etc. et qui est aujourd'hui chez nous en CDI. Et c'est vrai qu'après, on recrute aussi avec beaucoup de savoir-être. La sécurité, j'allais dire bien évidemment que c'est primordial. Savoir-être, on a un métier de contact avec les clients, que ce soit des ramassages scolaires ou des clients plus âgés. Donc à un moment donné, aujourd'hui, le savoir-être est primordial dans mon métier. Une compétence, on arrive à l'acquérir, ça s'apprend. Un savoir-être, ça peut s'apprendre aussi, mais une partie dîner aussi quand même. Bon. Merci à tous les deux. On reviendra sur les réactions. Je note un élément important que vous dites tous les deux, c'est le savoir-être. Alors, on a compris aussi qu'il y avait le savoir-faire. J'aurais à un moment donné envie de vous poser, le savoir devenir, mais je le garde pour tout à l'heure. Donc je vais proposer à Charlotte Bourguin, donc directrice des ressources humaines de la PAG. Dieu sait que quand on imagine la PAG, on mesure la responsabilité, on mesure la notion de sécurité, on mesure les horaires. On mesure la partie jour, la partie nuit. Donc voilà, comment vous vivez cette phase de recrutement? Alors, bonsoir, pardon. Juste pour resituer, en fait, PAG est composé de plusieurs entreprises. On a PAG Accueil. En fait, nos métiers sont de la prestation de services. Donc, on est vraiment sur de l'humain, pardon. PAG Accueil, où effectivement, donc, on gère des agents d'accueil qui sont en tout cas dispatchés sur les sites de nos clients. Et PAG Surveillance, effectivement, où on gère des agents de sécurité. Il faut savoir que le métier d'agent de sécurité est réglementé par le CNAPS. Donc, je ne peux pas me permettre... Le CNAPS, pour nous aider? Alors, c'est une autorité nationale qui octroie une validation, en tout cas le droit de devenir agent de sécurité. Tout à fait. Donc, si vous voulez, je ne peux pas me permettre, quand je fais un recrutement, de ne me baser que sur le savoir-être. En tout cas sur la sécurité. On a essayé dernièrement un petit peu d'axer justement sur le savoir-être, justement en mettant en place des POI en lien avec le Pôle emploi, pour justement éviter de se limiter... Alors POI, plan... Préparation opérationnelle à l'emploi. Préparation opérationnelle à l'emploi. Individuelle ou groupe. Oui. D'accord, merci. Pour justement essayer d'axer le recrutement sur le savoir-être, on a également un organisme de formation qui s'appelle donc PAG Formation et qui prépare au métier d'agent de sécurité. Donc effectivement, on va essayer de le mettre en place 2 fois par an pour essayer d'axer donc le recrutement sur le savoir-être, former les personnes et ensuite les intégrer dans nos effectifs. Voilà. Je me permets de poser une question qui n'a peut-être pas de sens. Non, allez-y. Répartition homme-femme? Alors, disons que sur PAG Accueil, on est plus sur un effectif féminin.
Oui. Qui est dominant. Et sur la sécurité, on est sur un effectif effectivement masculin qui est dominant. C'est pas une volonté de notre part de ne pas embaucher du personnel féminin, mais c'est vrai que les métiers de la sécurité attirent moins, en tout cas le personnel féminin. Mais effectivement, on a essayé de mettre en place des actions, notamment de communication, que ce soit via les réseaux sociaux. On essaye de développer les portraits de nos salariés, comme Sébastien. Que ce soit du personnel féminin, pour montrer aussi que ce sont des métiers qui sont accessibles aux femmes. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un constat. Il y a moins de femmes, effectivement, que d'hommes sur la sécurité et inversement sur l'accueil. D'accord. Voilà. Est-ce que pour vous, quand vous avez les gens qui viennent vous voir, qui proposent de travailler, qui viennent pour travailler dans cette entreprise, est-ce que vous sentez qu'il y a une recherche de sens? Est-ce que la notion de recherche de sens est importante ou, par rapport à la marque employeur qu'a évoqué? Comment vous le vivez à travers la PAG? Oui. Effectivement, on n'est pas, on doit effectivement expliquer. On sent que les candidats ont besoin, en tout cas, de savoir pour quelles raisons, en fait, ils font ce métier, quel est le but recherché, et pas seulement l'action qu'ils vont faire. Les agents d'accueil ne vont pas simplement contrôler les billets. En fait, on va leur expliquer également pour les raisons pour lesquelles on le fait, notamment, effectivement, pour que ça ait du sens. Donc oui, effectivement, on le ressent. Et je vous ai posé une question en ce qui concerne les hommes et les femmes, et en ce qui concerne la même question que j'ai posée en ce qui concerne les âges, premier emploi, deuxième emploi. On est plutôt sur des tranches d'âge assez jeunes. Alors, on a un petit peu de tout, mais majoritairement, on est sur quand même un public jeune. Sur PAG Accueil, on a des sites fixes et des sites événementiels. Sur les sites fixes, on aura une moyenne d'âge, on va dire, un peu plus élevée que sur l'événementiel, où là, on a aussi un public étudiant. Puisqu'en fait, en termes d'horaire, c'est aussi ce qu'on essaye aussi de prôner un petit peu chez PAG. C'est pas toujours simple, mais en termes de planning, on essaye aussi de s'adapter aux disponibilités personnelles des salariés, même si c'est pas toujours évident. D'accord. Une autre question qu'on a partagée en amont de cette réunion, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, quels sont les souhaits que vous rencontrez? Alors, nous, on est plus sur du CDI, par exemple sur la sécurité. En fait, tout dépendra de la situation. Mais c'est vrai que aujourd'hui, et on le voit de plus en plus, la norme au niveau légal, c'est le CDI. Et c'est vrai que j'ai plusieurs fois proposé des CDI à des personnes qui ont fait des CDD chez nous et qui finalement n'étaient pas aussi contents que je l'espérais. Donc voilà, effectivement, les personnes, en tout cas, je rencontre de plus en plus de candidats qui sont réticents au CDI ou qui en ont peur. Voilà, qui ont peur de s'engager. C'est leur mot. Hein. Enfin, est-ce à dire qu'ils ont pas ils ont une connaissance de la façon de sortir d'un CDI ou alors le premier stade c'est de pas accepter un CDI et ensuite ils passent en CDI. Est-ce qu'il y a cet élément-là où vous pouvez pas encore porter un jugement sur ces éléments-là? C'est un peu compliqué de répondre pour moi. C'est vrai que là, dernièrement, j'ai vu plusieurs candidats qui me disaient qu'ils avaient peur de s'engager. Et donc un CDD, ça les rassurait. Il y avait une date de fin. Mais je ne suis pas sûre en fait que c'était par manque de connaissance du contrat. Sur le contrat sur le CDI. Oui. C'est juste qu'ils avaient besoin d'avoir une date de fin. D'accord. Je ne vais pas faire la métaphore de on reste en concubinage ou on se marie, mais bon, on a presque envie de se dire que bon, il peut y avoir une phase d'essai et puis après on fait le grand bond. On fait le grand bond. Enfin, voilà. Je l'ai dit, tant pis, on me tapera sur les doigts. On va revenir ensemble sur cet échange puisqu'on est dans un bon rythme. Je vais demander à Estelle Choisy-Droba, qui est chargée de mission à l'ARAC, si elle m'entend, de prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez, Estelle? Très bien. Ah ben superbe. Bon, Estelle, vous par rapport à ce que vous entendez, par rapport à notre début d'échange, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quel est le retour que vous avez et quel message on peut donner à ceux qui nous écoutent?
Moi, j'ai entendu des choses assez intéressantes et assez pertinentes qui rejoignent aussi la manière dont la RACT appréhende ce sujet, notamment la question d'attractivité ou l'accompagnement qu'elle propose aux entreprises sur les questions de recrutement, notamment lorsque vous dites oui, on travaille sur la marque employeur, donc on fait ce qu'on dit. On donne à voir ce qu'on fait dans notre entreprise. Ça me semble très important, hein, cette question de visibilité, puisqu'il est question dans le cadre de ce job dating inversé d'attirer les talents. Donc, c'est important de le faire comme ça et surtout d'incarner dans l'entreprise justement ce que vous dites aux candidats et ce que vous faites. Je vois plutôt que le public visé est plutôt une population assez jeune. Sur les questions de statut, ça m'étonne peu, au fait. C'est ce on entend aussi hein, de la part des dirigeants, la question du CDI proposé, qui parfois voilà, n'est pas accepté, mais je pense que c'est pas non plus représentatif de toute la population. Il me semble qu'il y a les questions de tranche d'âge à prendre aussi en compte et puis des aspirations personnelles. Malgré tout, le CDI reste quand même la forme de travail la plus répandue et la plus sécurisante pour les salariés. Estelle, est-ce que, une question que j'ai posée, est-ce on peut voir dans l'intégration dans une société, rentrer par un contrat et ensuite aller vers un CDI? Est-ce que vous le voyez ça dans l'entreprise? Oui, rentrer par un contrat, aller vers un CDI et puis après voir aussi le salarié partir au bout de quelques années, hein. Je pense qu'aujourd'hui, pour les employeurs, enfin, la question de faire carrière dans les entreprises à travers un CDI, avoir un CDI, ça veut dire faire toute ma carrière dans l'entreprise. Je pense qu'on a un peu dépassé ce cas de figure. Il y a un turnover de toute manière qui est intégré. L'idée, c'est de ne pas être dans des phases de recrutement assez constants parce que c'est quand même épuisant à la fois pour le personnel et pour les équipes, mais c'est d'intégrer malgré tout qu'au bout de quelques années, notamment 5 ans, hein, c'est souvent la moyenne qu'on nous donne maintenant pour les plus jeunes qui rentrent en entreprise, qui partent de l'entreprise. Ce que vous êtes en train de nous dire, et puis qu'on va peut-être valider à travers l'expérience de notre chef d'entreprise, c'est qu'en gros, on intègre un collaborateur, une collaboratrice, et que on peut se dire on peut le garder 5 ans, Voilà. et que si on va plus loin, on a franchi une étape. Tout à fait. Après, c'est pas, c'est pas aussi, c'est pas aussi clair que ça. C'est Il pas me aussi semble qu'il y tranché, a, c'est pas voilà, obligatoirement la qualité pas, de voilà, c'est pas l'emploi, aussi, c'est ça peut-être aussi la reste curiosité. la curiosité, la tranche d'âge aussi me semble assez importante, les possibilités de parcours dans l'entreprise aussi. Dans les TPE, il y a moins de possibilités de parcours, donc forcément, au bout d'un moment, on a fait le tour. Dans les plus grandes, il y a davantage de parcours, de possibilités de parcours. Mais parfois, hein, les salariés ont aussi envie de découvrir autre chose quand ils ont moins de 35 ans. Et donc, forcément, c'est le moment pour eux aussi choisi d'aller faire différentes expériences dans différents secteurs d'activité ben, pour répondre à leurs propres aspirations. Estelle, une dernière question. Vous suivez avec nous l'expérimentation job dating inversé. Vous avez un avis par rapport à ça avant que on arrive à l'expérimentation? Vous avez déjà un ressenti par rapport à ça? Moi, je trouve que c'est vraiment une réelle opportunité, justement, qui est donnée aux entreprises de donner justement cette visibilité à ceux qui font dans leurs propres entreprises. Si je devais en dire un mot, donc c'est bien de donner à voir, mais aussi d'incarner ce que l'on dit dans son entreprise et d'intégrer
me semble-t-il, mais ça, vous en aviez tous parlé, hein, les questions de qualité de vie et conditions de travail, la question de la reconnaissance, la question du sens au travail qui se perd parce que aujourd'hui, les entreprises sont quand même tirées par les exigences, par plusieurs enjeux, les enjeux économiques, les enjeux du marché, les exigences de clients, et que ce sens, nous, on trouve parfois qu'il se perd parce que les choses vont très vite et souvent les managers manquent justement de temps par rapport aux urgences à traduire toutes les décisions, toutes les orientations qui sont prises et qui impactent l'activité, qui causent du changement, en tout cas dans l'activité des salariés, qui les met dans une certaine tension. Une observation aussi d'un management qui est davantage tiré par les chiffres et par la performance, qui oublie parfois le comment. Donc la performance n'est pas quelque chose de refuté par le salarié. Il l'intègre, mais malgré tout, ils disent quand on n'a pas les moyens de nos ambitions et qu'on exige de nous sans nous donner les moyens, c'est assez compliqué pour nous et ça, c'est source de désengagement. Donc, à travers les démarches qualité de vie, conditions de travail que nous accompagnons dans les entreprises, qui sont pour nous des démarches assez exigeantes, nous essayons de tirer justement, de faire concilier à la fois cette performance et ces questions de conditions de travail pour apporter satisfaction à la fois aux entreprises, aux directions, mais aussi aux salariés et puis aux bénéficiaires des biens et des services qui sont produits par l'entreprise. Donc c'est vraiment un triptyque que nous tenons dans le cadre de ces démarches-là. Merci, merci bien Estelle. Ça nous ouvre, Estelle, vous nous ouvrez une question, une piste de réflexion qui vient de nous être envoyée à travers le chat de ce webinaire. C'est, on parle de formation pour les collaborateurs. On entend à travers les propos d'Estelle que, en gros, pour tenir le rang, de continuer à animer un collaborateur pour créer cette fidélisation, pour créer cet intérêt, pour continuer à... on ressent, comme nous l'avons fait ce matin avec Marc-Alexis Roquejoff, on ressent la nécessité d'une formation. C'est un petit peu ce qu'on a fait très rapidement et que Marc-Alexis développera dans quelques instants. Formation, ça veut donc dire que il y a les collaborateurs qui sont fermés, mais vous et nous aussi, par rapport à un nouvel enjeu qui est d'avoir les bonnes réponses et de se mettre dans la posture qu'évoque Estelle. Sébastien, par rapport à ça, la question, je vous la lis, est-ce que vous avez prévu des formations pour vos équipes de managers ou des fois dans des TPE, PME, les managers, c'est nous-mêmes. Voilà, donc Sébastien. Moi, c'est exactement le cas. Voilà. On est une dizaine de salariés, donc le manager, c'est moi-même. Donc après, voilà, non. Formation, oui, sur les alternantes, ça peut être du tutorat alternant, on apprend plein de choses aussi, etc. Et après, il y a surtout un mot, moi je trouve qu'il faut retenir pour ces collaborateurs, c'est aussi la bienveillance. J'allais dire, c'est, entre guillemets, on a envie moi c'est mon cas en tout cas, de traiter les gens comme j'aurais envie qu'on me traite. Donc c'est-à-dire que déjà, ça fait déjà souvent la différence où, en effet, comme a dit tout à l'heure Estelle, c'est vrai qu'il faut donner du sens au travail des gens. Et aujourd'hui, il faut qu'on démontre vraiment le sens des activités de nos collaborateurs. Pourquoi ils font ce métier? C'est pas simplement pour les conducteurs de car conduire un car sans raison d'aller d'un point A à un point B. Bah oui, mais ça peut être emmener des collégiens, des lycéens, etc. Il faut donner du sens. Et après, voilà. Chez nous, la majorité des collaborateurs conducteurs connaissent par exemple toutes les lignes qu'on dessert ou des choses comme ça. Ça participe à éviter une certaine routine. On casse des rythmes comme ça pour éviter qu'ils fassent toujours la même chose, une monotonie, et ils sont demandeurs de choses comme ça. Alors Sébastien, en définitive, je retiens traiter comme j'aimerais être traité. Ça, je pense que c'est déjà une posture qui est claire. Julie, vous rajouterez quelque chose pour cette longévité, pour cette fidélisation? Oui, on est dans une PME également, donc on a un budget formation qui est
plus ou moins restreint. Ce qu'on fait surtout, c'est le partage d'expériences au travers de différents clubs, par exemple la CPME, où on va rencontrer d'autres chefs d'entreprise et échanger, hein, voir ce qui se fait chez le voisin, quel retour d'expérience ont les gens. Et voilà, je rebondis sur ce que disait mon confrère sur les moyens de fidéliser, c'est effectivement donner du sens. Les gens ont un vrai besoin de réalisation, au-delà des besoins matériels, etc. On a besoin de réalisation, savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et après, on donne du sens à nos employés et on essaie de les faire évoluer également. On est créé depuis 2007, on est passé de 1 salarié à 24. On a dû se structurer, mettre des managers, donc on a fait évoluer des gens en interne. Voilà, on essaie de créer... Charlotte, par rapport à donc non plus la formation maintenant des collaborateurs, mais la formation de ceux qui animent. Alors nous, je ne vais pas rentrer dans l'historique en fait de PAG, mais c'est vrai qu'à la base on est une entreprise familiale, une petite entreprise qui a vraiment grossi. Et ces dernières années, on a atteint un effectif, hein, sur PAG Surveillance, on est un peu plus de 340 salariés. Donc effectivement, on est en plein dedans. On a un projet manager qui avait été mis de côté, on va dire, avec la crise sanitaire. Et aujourd'hui, effectivement, on a créé des modules, en tout cas, à destination de nos managers, pardon. Un, pour qu'ils puissent bien comprendre leur rôle, ce que nous on attend au niveau de la direction d'eux, et puis pour qu'ils puissent avoir des clés, en tout cas pour mieux communiquer avec les collaborateurs. Voilà. La dernière question que je pose avant de donner la parole à nos experts, qui sont très heureux d'avoir cette nomination d'experts, hein, le CV, pour vous, allez, on va commencer par Charlotte. Le CV, comment vous le vivez? Il y a une question, oui. Ça veut dire que le CV n'est pas forcément important pour un recruteur? Alors, pour mes métiers, je dirais que non, c'est pas forcément. Je vais pas forcément, en tout cas moi, me baser sur un CV. La lettre d'intention aussi? Non, pas forcément. Je suis pas du tout butée là-dessus. Il y a des personnes en fait qui ont eu des parcours atypiques et en tout cas dont le profil va nous plaire. Qu'est-ce qui va vous permettre de le retenir s'il n'y a pas le CV, s'il n'y a pas la lettre? Il y a bien un moment donné où pour le faire venir, il y a bien un déclenchement. Ce que vous recevez, c'est un CV. Ça vous permet quand même de faire un premier tri, d'avoir une envie? Il y a peut-être effectivement des mots-clés qui vont peut-être m'attirer. En tout cas, je vais donner un exemple, hein, le sport collectif. Enfin, c'est quelque chose qui, effectivement, va m'attirer, en tout cas, où je vais peut-être me dire, tiens, cette personne correspond aux valeurs de l'entreprise. Et c'est vrai que vous avez utilisé le mot bienveillance, et c'est un mot que mes dirigeants, en tout cas, utilisent régulièrement. Et je vais essayer de retrouver cette valeur, en tout cas, chez la personne. Voilà. Si on est sur le CV, sur la lettre de motivation. CV, lettre de motivation, l'important, ça va être la cohérence. C'est-à-dire que si on a un CV avec quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience sur le poste demandé, si à côté, il nous fait une lettre de motivation qui explique son projet, qui explique ce qu'il veut, son savoir-être, d'accord. Mais si on a un CV sans explication, sans lien, voilà, ça sera mis de côté, malheureusement. Monsieur le transporteur de personnes, jeune et plus âgé. Et agent de voyage aussi. Non, en fait, la lettre de motivation, moi, pour ma part, je la mets souvent de côté, parce que c'est quelque chose qui est plutôt français. On retrouve très peu dans d'autres pays d'Europe ou du monde. Et puis, souvent, c'est du classique, hein, le vous, moi, nous. Et au bout d'un moment, quand vous en avez pas mal, vous lisez toujours la même chose, donc ça j'y mets de côté. Sur le CV, moi j'avoue que je suis assez friand des profils atypiques. Je vois mes collaboratrices par exemple en administrative, une venait du domaine bancaire, une autre venait, elle a travaillé dans pas mal de pays à l'étranger, qui correspondaient pas de but en blanc au profil que je recherchais, mais je trouve que ça apporte toujours une richesse à l'entreprise en fait, d'avoir un regard extérieur, et c'est vrai que ça apporte... Des fois, elle nous pose des questions au début de notre relation de travail en disant pourquoi. Mais juste le pourquoi vous faites comme ça, on se dit ouais, c'est la force de l'habitude, on l'a toujours fait comme ça. Et on se dit ouais, le pourquoi, en fait, même nous, des moments, on dit on sait pas, c'est qu'on fait comme ça, on n'a pas de raison et ça nous permet aussi de se remettre en question. Et je trouve que ça apporte une vraie richesse à l'entreprise aujourd'hui. Allez, ma dernière question. En ce qui concerne le premier emploi, comment vous réagissez par rapport à un premier emploi? En gros, alors, plusieurs niveaux. Je sors d'une formation technique, je sors d'une formation universitaire, j'attaque, voilà. Et en gros, expérience, alternance peut-être.
maintenant, on essaye au maximum de jouer l'alternance et Dieu sait que dans les outils que nous avons, aussi bien à l'école de commerce pilotée par la Chambre, 2000 apprenants, CCI Formation 4000 apprenants, l'Institut des métiers 2000 apprenants, l'alternance nous plaît et je pense qu'elle plaît. Mais comment vous réagissez par rapport à un premier emploi? On essaye. Ce n'est pas du tout bloquant. Non. Pareil, pas du tout bloquant. Parfait. Mesdames et messieurs, je suis heureux maintenant d'accueillir nos experts qui sont présents et bon, je le fais avec amitié parce que je les connais depuis longtemps et ils acceptent d'être un peu charriés. Alors, je pourrais donner la parole tout de suite à Marc-Alexis Roquejoff qui est chaud, mais je vais plutôt le donner à Madame Allot. Alors, Madame Allot, dans les réflexions qui ont été faites en amont, on s'aperçoit que souvent, la moitié des demandeurs d'emploi retrouvent un emploi et le font dans un domaine professionnel complètement différent de celui qu'ils avaient avant. Donnez-nous un éclairage par rapport à ça. Je suis désolée, au moment de parler, j'ai envie de tousser. Oui, on fait des études régulièrement à Pôle emploi parce qu'on aime bien savoir un peu qu'est-ce qui se passe et que deviennent les gens. Donc on fait plein d'études, ça on ne sait pas toujours, mais on a des études. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur notre site, vous en avez plein qui sont à votre disposition. Aujourd'hui, quand on regarde les cohortes 2019, il nous faut quand même suffisamment de recul, hein, on a presque 3 ans de recul. Seul un tiers des demandeurs d'emploi qui voulaient travailler dans un métier travaillent dans ce métier-là. Un tiers, 33%. Donc 3 demandeurs d'emploi sur 10. Donc. Après, on a plus de 5 ans, on a à peu près 2 demandeurs d'emploi sur 10 qui vont travailler dans le même secteur que celui dans lequel ils étaient précédemment ou celui dans lequel ils s'étaient inscrits, mais pas dans le même métier. C'est le même secteur, mais ce n'est pas le même métier. Et donc, effectivement, on en a 5 sur 10 qui travaillent dans un tout autre métier, dans un tout autre secteur que celui qui était déterminé au moment de l'inscription à Pôle emploi. Ça veut donc dire que la notion de changement que nous avons évoquée avec Estelle, c'est-à-dire que dans une même entreprise, si on propose plusieurs emplois ou plusieurs pistes au bout d'un certain moment, peut-être une façon de conserver ses collaborateurs. Ça vous parle, ça ou... Tout à fait. Bon. Et on voit bien les entreprises aujourd'hui, et vous l'avez dit pour certains, qui acceptent de prendre des profils atypiques, des gens qui n'ont pas la compétence directe, mais il y a quelque chose dans le CV qui parle de transférabilité. Ça marche très très bien. Est-ce que la notion géographique, alors géographique, l'attachement à un territoire, le fait de rester dans un univers particulier. Oui, ça reste très très prégnant. Donc on parle de mobilité là. Hein. Alors on a beaucoup de mobilité professionnelle. Hein. On voit que chez les jeunes de moins de 35 ans à peu près, c'est vraiment les personnes qui vont le plus facilement faire une mobilité professionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont changer de métier, changer de secteur, etc., qui vont oser. On a ça aussi chez les demandeurs d'emploi de longue durée, ça c'est paradoxal, mais ceux-là, ils sont aussi plus enclins à le faire. Par contre, le secteur géographique, ça reste très très français. Hein. Qui c'est qui disait que c'était très français? Sébastien, je crois. Oui. Voilà. Si on habite à un endroit, souvent on est quand même très très attaché à cet endroit-là. Est-ce que vous diriez, est-ce que vous avez un regard sur, on va faire un peu les chauvins, est-ce que quel est le regard que vous portez sur l'Auvergne, sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'attachement à ce territoire par rapport aux demandes d'emploi. Si on fait un lien, allez, on va parler de l'Auvergne, on va parler des 4 départements. Je sais qu'il y en a que 3 que vous couvrez, mais l'Auvergne, c'est 4 départements, mais donnez-nous un ressenti par rapport à ce que les gens vous disent par rapport à l'Auvergne. Alors, c'est pareil en Rhône-Alpes, hein, et j'ai l'expérience en Rhône-Alpes. Les gens sont vraiment attachés à leur territoire. D'accord. Cette identité-là, elle reste très très forte. Alors après, on va moins le voir sur des gens qui sont très très diplômés, avec des métiers très 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 pointus, très techniques, très spécifiques. Mais voilà, les gens sont quand même envisagés simplement de faire de déménager pour trouver l'emploi de ses rêves. Aujourd'hui, les gens sont plus prêts à le faire. Ça c'est un retour terrain très important. C'est pas le cas. Alors on a des exceptions bien évidemment, sûr, mais en grande majorité, quand vous regardez la mobilité géographique des demandeurs d'emploi, parce que dans leur dossier ils nous le donnent. Allez, quand on a 30 km et quand on a une demi-heure de route, c'est souvent, voilà, c'est bien le grand maximum, quoi. Alors là, toujours des exceptions. Mais voilà, les gens ne sont pas forcément mobiles et ils sont très attachés à leur territoire. Alors, parfois, on dit que d'avoir sur un territoire des collaborateurs captifs, c'est une force. Vous le vivez comment, vous Oui, c'est une force, parce qu'on a une main-d'œuvre disponible. Voilà. Mais pas partout.
Si vous prenez le Cantal, alors on est dans le Puteaux, mais si vous prenez le Cantal, on est une main-d'œuvre captive. Sauf que cette main-d'œuvre-là, comme on est en plein emploi dans le Cantal, on est à 4,8. Oui, donc ils n'ont pas la place. Ils sont obligés de s'expatrier. Eh bien, en fait, nos locaux, soit on fait des mobilités professionnelles, donc on trouvait des emplois dans le département, mais dans d'autres métiers. On a pu faire éventuellement venir quelques personnes, ça existe aussi. Mais après, les personnes qui restent, elles sont quand même en général très, très fixées sur un secteur, un métier, etc. Ou bien l'employeur aussi, et je fais exactement l'inverse. Ah ben non, cette personne-là, elle n'a pas les compétences et on ne donne pas la chance. Donc c'est à la fois une chance dans certains cas, mais ça veut dire aussi que demandeurs d'emploi comme entreprises doivent faire des pas les uns vers les autres. Et c'est ça le plus difficile finalement. C'est une chance, mais c'est très très difficile. Une question, Nathalie, par rapport au premier emploi, comme je l'ai posé à nos 3 chefs d'entreprise. Quelle est la phase la plus dure? Est-ce qu'on dit que c'est le premier emploi, c'est le deuxième, c'est le troisième? Est-ce qu'on arrive à graduer? Ah, je ne vais peut-être pas être une grande experte là. Un ressenti. Vous avez suffisamment d'expérience dans votre métier pour pouvoir dire c'est. Ça va. Enfin, il n'y a pas de science exacte. Par contre, moi, je vais vous donner un chiffre. Je ne fais pas que des chiffres, hein, je vous rassure. Mais si vous regardez sur un an, les jeunes de moins de 26 ans, donc plutôt les premiers emplois, oui. moins 25%. Si vous prenez la totalité... Ça veut dire quoi, moins 25%? Moins 25% de jeunes inscrits chez nous par rapport à l'année dernière. Oui. Si on prend toute catégorie confondue, on est à moins 12%. Donc, ce qui semblerait dire que nos jeunes trouvent plus facilement un premier emploi, un deuxième ou un troisième. L'emploi des jeunes, aujourd'hui, fonctionne très très bien, quoi. Quand j'entends dire les jeunes ne veulent pas travailler, et ça on l'entend très souvent, c'est pas vrai. Les chiffres on est complètement d'accord avec ça. Disent pas du tout ça, quoi. Parfait. Alors bon, encore une fois, il y aura des exceptions. Mais moins 25% sur la demande d'emploi jeune en un an, moi j'ai jamais vu ça. Bon. Merci Nathalie. Je vais proposer à Marc-Alexis Roquejoffre, qui est à la fois conseiller technique à la CCI, spécialiste de la communication, journaliste, et qui ce matin était à 8:00 à la Chambre pour accompagner nos chefs d'entreprise qui vont participer au webinaire, pas au webinaire, en présentiel à Recrute ton boss, donc Job Dating inversé, qui aura lieu le 15 novembre de 17h à 20h à la préfecture, donc où des chefs d'entreprise vont se vendre à de futurs salariés. Quels sont, Marc-Alexis Roquejoffre, les conseils, quels sont le ressenti qu'on a eu par rapport à ce matin, ce webinaire que nous avons eu avec des chefs d'entreprise qui étaient aux alentours de 17 avec nous ce matin? Merci Président, bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous. Je n'ai pas l'habitude d'être de ce côté, moi en général, je suis plutôt à la place de Claude, mais j'avoue que c'est très agréable aujourd'hui d'être... C'est un flatteur. Flatteur jusqu'à cet instant, parce que je vais m'opposer volontairement à ce que vient de dire le Président, mais il comprendra pourquoi. Il a dit que nous allions vivre à travers Recrute ton boss une soirée où les chefs d'entreprise vont devoir se vendre. Ok, jusqu'à un certain point. Moi, je pense qu'il faut aussi rester nous-mêmes. Je dis non parce que je ne suis pas que journaliste ou communicant, je suis aussi chef d'entreprise avec des tailles d'entreprise beaucoup plus modestes que les vôtres, mais je suis aussi chef d'entreprise. Et je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas aller trop loin dans le fait de vouloir se vendre. Donc, pourquoi on ne peut pas aller trop loin? Parce que c'est comme dans une relation amicale ou amoureuse, c'est ce que je donnais comme exemple ce matin. Si on ne dit pas tout à fait la vérité au démarrage, on va trahir celui ou celle qui va nous regarder et que l'on a envie de séduire. Donc je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas aller trop loin dans le fait de vouloir se vendre, il faut dire les choses calmement, en vérité, et je regarde la caméra en vous disant ça avec sourire. Parce que moi, ce que je trouve particulièrement étrange, j'ai animé beaucoup de manifestations autour de l'emploi et du recrutement, c'est que les gens qui disaient « on ne vient pas chez moi », ils le disaient avec une tête, mais purée, moi j'ai pas du tout envie d'aller les voir, même d'aller leur poser 3 questions. Donc si nous, on n'a pas envie de le faire, je ne vois pas pourquoi le jeune ou moins jeune d'ailleurs, en tout cas quelqu'un qui cherche, peut-être pas un emploi, mais une mission, j'y reviens dans un instant,
ben, je ne vois pas pourquoi cette personne-là irait frapper à la porte de celui qui ne sourit pas. Pour le propos suivant, je vais reprendre un élément que ma collègue et ma voisine Charlotte a prononcé tout à l'heure sur le rapport au temps. Moi, je pense que le CDI fait peur. Alors, peut-être que la directrice de l'emploi ne partage pas mon point de vue et que le président de la CCI ne va pas le partager d'un point de vue économique. Mais on s'adresse à des générations qui ont vécu l'immédiateté par le numérique, une sorte de prison virtuelle à travers les confinements, et qui ne savent pas du tout comment se projeter dans les 2 ans qui viennent. Donc à quoi ça sert de leur parler, ce n'est que mon opinion, hein, à quoi ça sert de leur parler d'un CDI quand la notion de l'indéterminité, hein, de contrat à durée indéterminée, l'indéterminé, qu'est-ce que ça peut représenter pour eux? Eux, ce qu'ils veulent, à mon avis, c'est des missions. Et ce que moi, modestement, je vous conseille, c'est de proposer en quoi votre projet d'entreprise va leur permettre de vivre cette approche ou cette appétence pour une mission que vous allez leur proposer. Je vous donnerai, si vous le permettez, 3 clés que j'ai proposées ce matin aussi à ceux qui étaient avec nous, comme le disait Claude Barbin. C'est 3 petits trucs, au-delà du sourire. Je voudrais revenir sur 3 forces. Chaque entreprise a forcément 3 forces. Pourquoi je dis 3? Parce que 1, c'est pas suffisant, 2, ça les mettra en opposition l'une par rapport à l'autre, et 5, c'est trop long, on n'aura pas le temps. Donc 3 forces qui pourraient être liées, et on en a un petit peu parlé à l'instant avec les questions que Claude posait à Nathalie, c'est l'appartenance au territoire. En quoi votre entreprise, elle a une appartenance au territoire sur lequel nous sommes. Ensuite, vous essayez de repérer une force liée à la dimension de la RSE. Moi, je trouve que c'est un peu tarte à la crème et que c'est à la mode, mais en tout cas, il faut faire avec. Donc, je pense que la RSE, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en valeur. Et vous mettez aussi en évidence le service rendu à la société par rapport à ce que vous proposez vous-même dans votre entreprise. Chacun de mes confrères a forcément un service rendu à la société, ainsi que Pôle emploi, ainsi que la CCI. On n'oublie pas que Claude a d'abord une activité professionnelle, il est assureur. Moi-même, je suis dans la communication. On a des services que l'on rend à la société. Ensuite, vous essayez de montrer à celui qui est en face de vous, ou celle qui est en face de vous, comment votre projet d'entreprise, le projet que vous voulez porter à travers une action particulière, deviendra ou pourrait devenir un élément, je ne dis pas de bonheur, mais un élément de réalisation de la personne qui est en face de vous. En quoi le fait de se sentir utile à votre action, à votre projet, va peut-être lui permettre de se révéler. Je me résume. 3 forces liées à votre entreprise, l'appartenance au territoire, la dimension RSE, le service rendu par l'entreprise, et en regardant le jeune avec sourire, enfin la personne recrutée, pardon, avec sourire et empathie, lui dire en quoi votre projet d'entreprise pourrait lui permettre de se réaliser elle-même. Marc-Alexis, merci d'avoir théorisé. Professeur Marc-Alexis Roquejoff, merci d'avoir théorisé et de vraiment nous avoir beaucoup de titres, moi. Voilà, expert, voilà, non, et puis de l'avoir fait avec le vécu que nous avons eu ce matin et de dire que d'une façon différente, c'est important. On a quelques questions qui nous arrivent. Les personnes sont attachées à leur territoire pour certains et ceux qui veulent changer de vie. Voilà, question à passant. Les personnes sont attachées à leur territoire pour certains et ceux qui veulent changer de vie. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à ça? Peut-être Madame Allo, oui. Ceux qui ont envie de changer de vie, ils le font. Oui. Ils le font.
Tout à l'heure, je vous parlais du Cantal en disant on arrive à faire venir des gens dans le Cantal. Voilà, ils ont envie de changer de vie, ils vont se donner les moyens, ils vont le faire, etc. Ils vont être plutôt très actifs. Cela, c'est assez facile quelque part. C'est assez facile aussi de les attirer. Oui, effectivement, la marque employeur, elle va jouer. Mais les gens, ils savent ce qu'ils veulent en général. Ils veulent changer de vie, ils savent où ils veulent aller, ils savent ce qu'ils veulent. Pas toujours ce qu'ils veulent faire, mais surtout ce qu'ils veulent plus faire. Donc ça, c'est très fort. D'accord. Par la négative, on arrive à... Ouais. Très bien. Et ça marche très très bien. D'accord. C'est pas difficile. Par rapport à votre vécu de chef d'entreprise, des gens, vous avez eu des gens qui sont venus voir en disant, ben voilà, j'ai envie de changer de vie et c'est ça qui me plaît? De vie, de région, on a un territoire qui est attractif. Oui. Aujourd'hui, moi j'ai des collaborateurs qui sont venus d'autres régions, d'Alsace, etc. Et la première question que je leur pose au téléphone, parce que je peux faire un recrutement physique, leur faire 500 bornes pour rien. Première question, c'est le Puy-de-Dôme, ça vous gêne pas? Mais non, mais c'est une belle région, il y a une qualité de vie, c'est un choix. Et c'était pas forcément le cas, je trouve, il y a quelques années. On est un territoire qui est redevenu attractif. Et c'est vrai que, en étant élu aussi CCI attaché à son territoire, c'est vrai que c'est toujours plaisant à entendre. On se dit, bon, ça fait plaisir sur le point de vue économique, environnemental, etc. Donc c'est plutôt plaisant. Et sur le changement de vie, moi je sais que dans l'entreprise, c'est pas un problème du tout. Julie? Nous non plus. Voilà, on a une personne par exemple qui vient de Paris, qu'on a embauché l'an dernier, il y a un an. Et non, du moment que le choix de changer de vie est bien expliqué dans la demande, c'est pas du tout bloquant. Au contraire, ça montre la détermination. Charlotte? Alors moi, au niveau des sociétés PAC, je le ressens pas sur mes salariés en tout cas. Ou alors je vais avoir le mouvement inverse, à savoir des personnes qui exerçaient en tant qu'agents de sécurité et qui vont avoir envie de changer de vie, de se mettre à leur compte ou de changer totalement d'activité. Valoriser, alors on l'a tous évoqué, hein, le professeur Marc-Alexis Roquejoff l'a théorisé, je dirais, la question c'est comment valoriser selon vous l'entreprise. Alors, on l'a dit, mais est-ce que vous pouvez le résumer en quelques mots, Charlotte? Alors nous, on essaie de valoriser l'entreprise en partageant en tout cas les expériences de nos collaborateurs, enfin, en tout cas en essayant de les mettre en avant et en essayant d'expliquer un petit peu plus nos métiers qui ne sont pas toujours aussi connus ou où on n'en connaît pas non plus le panel. Voilà, donc on essaie de mettre ça en avant via de la communication qu'on essaie de développer. En ce qui concerne Julie, ça nous ramène à la marque employeur? Oui, voilà, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on identifie les valeurs de l'entreprise, ce qu'on est. Je parlais de la notion de performance qui, chez nous, existe bel et bien et qui peut, pour certains, être compliqué. Donc voilà, faut, même si de premier abord, ce ne sont pas des valeurs aussi attractives pour tout le monde, il faut quand même mettre... Donc, la marque employeur reste un élément, la mise en avant des collaborateurs qui sont déjà en entreprise. Sébastien, on redit, mais bon... Oui, c'est un petit peu pareil. J'allais dire, on a des savoir-faire, maintenant, il faut le faire savoir. Ensuite, voilà, il faut être honnête, j'allais dire, avec les gens et vraiment dire ce qu'on fait. Nous, on a un label environnemental. Dans notre secteur d'activité en Auvergne, on est l'une des seules entreprises à l'avoir. On est charté au niveau RSE également. On est la seule aujourd'hui à l'être en Auvergne dans notre secteur d'activité. Donc c'est vrai que c'est tout un tas de petites choses qui fait qu'on est différenciant par rapport à nos concurrents et qui nous permet aussi d'interroger nos futurs collaborateurs en disant tiens, s'ils vont dans ce sens-là, etc. C'est vraiment qu'il y a du sens dans cette entreprise et ça peut créer des envies aussi. Alors je vais répondre à cette question-là que je m'auto-pose. Par rapport à une chambre de commerce. Je peux vous poser la question, Président. Merci. Je vais reprendre mon premier métier. Pour vous, Président, quelle est effectivement la définition de l'entreprise, ou voire même d'une chambre consulaire comme la CCI? Eh bien, merci Marc-Alexis de m'avoir posé cette excellente question et de se dire que, bien entendu, à un moment donné, quand on est président d'une chambre, comme l'a dit Marc-Alexis, on a d'abord un travail, on a un métier. Et sinon, on ne peut pas être élu dans une chambre de commerce quand on est élu par ses pairs. Et à un moment donné, on doit faire en sorte que des élus viennent vous rejoindre pour faire une équipe. Et on est dans la posture d'un chef d'entreprise qui doit séduire, et qui doit séduire rapidement, et qui doit séduire avec du sens.
Et ce matin, on s'est mis dans cette posture parce que, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas demander à ceux qui vont faire un pitch le 15 novembre de 17h à 20h si nous-mêmes, on ne se met pas dans cette logique-là. Donc, je n'ai pas cherché à faire un pitch sur le monde de l'assurance parce que je suis dans mon rôle de président de chambre. Je me suis mis, voilà. Et je me suis mis 3 forces que Marc-Alexis Roquejoffre m'a incité à mettre en avant, donc une sorte de presque marque employeur, mais ça a été fait spontanément, donc ça nécessite un travail, parce qu'entre le moment où on ressent quelque chose et où on doit l'exprimer, on peut affiner son propos. Et je m'étais dit, la formation, c'est quelque chose sur lequel on peut emmener des élus, parce qu'on forme quasiment 4 000, 8 000 collaborateurs par an. On a un système de formation entre l'école de commerce, CCI Formation et l'Institut des métiers, donc un CFA. On forme 8 000 personnes. Donc déjà, voilà un sens. On transmet. Le deuxième, on est un serviteur de l'État. Donc on porte des politiques publiques. Donc il y a un sens. Il y a une véritable définition de serviteur de l'État. Donc serviteur de l'État, c'est aussi serviteur de ses concitoyens. Et puis le troisième, qui est tellement lié à notre vie, c'est participation à la vie économique en adéquation avec nos concitoyens. Donc voilà 3 éléments de sens qui peuvent résumer l'envie des élus qui viennent vous rejoindre, et on globalise ça à travers un territoire. Et bien, aujourd'hui, Marc-Alexis Roquejoffre, Sébastien Giron sont venus nous rejoindre en tant qu'élus de la Chambre à travers ces valeurs-là et ces valeurs qu'ils portent. Voilà, je voulais pas, par rapport à la question extrêmement pertinente que vous m'avez posée, ne pas me mettre dans cette posture, Marc-Alexis. Alors, pas évident de faire accepter aux salariés de parler de l'entreprise à travers des mini-reportages pour mettre en avant la marque employeur. C'est une excellente idée, mais mettre en œuvre, on n'a pas toujours les moyens. Voilà un retour terrain. Alors, on a fait juste une publication Facebook, une fois par mois, la photo du collaborateur. Avec son acceptation. Oui, bien sûr, bien sûr. Et son interview, en fait. Donc une publication Facebook avec une photo, une fois par mois. C'est quasi gratuit. D'accord. Ce que vous allez dire, c'est que l'aspect technique n'a pas été rebutant, n'a pas été difficile, et qu'il y a une acceptation. Bien sûr. Il y a eu des refus quasiment pas. Non. Marc-Alexis. Sur cette dernière question ou remarque concernant la marque employeur avec le fait de faire des vidéos. Juste en 30 secondes, vous raconter une petite anecdote. J'ai un client sur donc une autre de mes casquettes qui m'a demandé, je tairai son nom bien évidemment, qui m'a demandé de faire des vidéos dans un hôtel. On avait plein de moyens, il y avait plein de gens qui venaient parler de leur entreprise, qui était la meilleure, la plus belle. Et au bout d'un moment, j'ai vite compris que les textes avaient été faits par le chef d'entreprise. Voilà. Donc c'est une erreur. Donc j'ai enlevé le texte, j'ai posé des questions aux personnes, et ensuite on a monté et on a présenté au chef d'entreprise. Et il m'a dit, c'est pas ce que j'ai écrit, mais je trouve ça génial. Voilà. Donc il faut aussi de la vérité quand on est dans ce authenticité. Type, et de l'authenticité quand on est dans ce type de volonté sur la marque employeur. Nathalie, une question sur les campagnes. Alors les campagnes. Nos campagnes. C'est vrai que quand on est en territoire rural, et Dieu sait qu'en Auvergne on est en ruralité, hein, on a 2 solutions. Soit on fait rien, on attend que le bon candidat arrive et veuille bien venir. Voilà, ça marche pas souvent, hein, ça peut marcher, mais c'est rare. Et puis la deuxième solution, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire et surtout comment j'ouvre quand c'est possible. Parce que moi je vais prendre l'exemple d'un EHPAD, et c'est pas dans le Puy-de-Dôme, hein, c'est dans un autre département dont j'ai la charge, qui nous dit moi j'arrive pas à retrouver des personnels de ménage, j'arrive pas à trouver des personnels de restauration dans un EHPAD. Hein. Vous voyez, c'est pas des emplois qualifiés, on n'est même pas sur de l'aide-soignante. Ce qu'on leur a proposé, c'est d'ouvrir leur entreprise, d'ouvrir l'EHPAD en visite porte ouverte. Et là, nous, on a demandé simplement aux demandeurs d'emploi inscrits dans la commune, si ça les intéressait, de venir voir. Ce pas des emplois très qualifiés, puis on peut former. On a eu 18 candidats le matin, et on en a eu 15 l'après-midi. Donc déjà, ils n'en avaient jamais vu autant. Forme de victoire. Pour combien de postes? On avait, je crois, 2 postes en ménage et 1 poste en service, etc. Et donc, ils ont recruté.
Et on les a aidés à former. Vous avez parlé tout à l'heure de la POI. Hein. On a des dispositifs de formation qui nous aident effectivement à former en interne aux gestes de base, etc. Là, on les a, ou même à la qualification, on les a aidés. Donc voilà, on a fait autrement et ça marche. Bon. Mais il faut ouvrir, quoi. Il ne faut pas attendre quelqu'un qui a l'expérience en restauration, un employé de ménage, etc. Ce n'était pas le cas. Mesdames et messieurs, il y a une règle qui est bien connue par au moins les élus, les 2 élus de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme qui sont à mes côtés, c'est qu'une bonne réunion, comme un bon webinaire, il commence à l'heure et il se termine à l'heure. Je dois remercier très particulièrement nos partenaires qui sont sur l'expérimentation que nous sommes en train de vivre. Bien sûr, notre préfet Philippe Chopin, donc CCI du Puy-de-Dôme, pour votre chambre de commerce. Vous saluez également le travail de Pôle emploi, représenté par Nathalie aujourd'hui, l'émission locale, Cap Emploi 63, la CPME qui a été citée, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, donc c'est l'ARAC et c'est Estelle qui est intervenue. Et je salue bien sûr à la fois Sébastien Giron, à la fois Julie Lagadec, à la fois Charlotte Bourguin, Estelle que j'ai citée au niveau de l'ARACT, Marc-Alexis Roquejoff, professeur Marc-Alexis Roquejoff, et notre expert emploi, Nathalie Allot. Il ne peut pas y avoir de webinaire dans votre chambre sans un travail technique. Donc, à la manœuvre, nous avions Julie Cardozo, que vous ne voyez pas, mais que nous voyons. Nous avons également Yvan Lavaux au niveau de la partie informatique et vidéo. Nous avons également sur la préparation de ce webinaire et le briefing de nous tous, on a Lionel Cabot, on a Béatrice Guichard et nous sommes sur un format, un format original de Léa Demarchi qui a travaillé sur le job dating inversé et qui a travaillé sur les 3 séquences. Voilà, et je souhaitais souligner le travail de Léa, car c'est un travail qu'elle a fait, avec une véritable réflexion. Estelle, on est content de vous voir, parce qu'il y a quelques instants, on vous ne voyait pas. Donc, on voit que la séduction, le sourire, est lié avec la voix, et c'est absolument fondamental dans un job dating. Donc, une autre question auquel je n'ai pas répondu, c'est concernant le replay de la formation du webinaire de ce matin 0800 0900 et c'était un coaching. Donc la personne qui nous a écrit, on va lui envoyer le lien parce que je sais qu'il y a un replay. Il était animé par votre serviteur, mais surtout nous avions le professeur Marc-Alexis Roquejoff qui intervenait, avec également Thierry Valnet qui travaillait avec nous. Et on avait également quelqu'un qui travaillait sur les entreprises engagées. Voilà, et qui sera présent dans la partie que nous aurons le 15 novembre de 17h à 20h avec notre préfet Philippe Chopin. Voilà. Estelle, vous suivrez avec nous la 3e partie du job dating inversé? Vu qu'il est en présentiel, ça sera un peu compliqué. Dites-moi, Estelle, la particularité de la visio, vous faites cette visio de quelle partie de notre territoire? Depuis Lyon. Bon, vous êtes donc dans la même région que nous, Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, tout à fait. Donc, vous avez compris que dans Auvergne-Rhône-Alpes, il y a Auvergne et il y a Rhône-Alpes. Voilà, bon, c'était une plaisanterie. Voilà, je vous remercie à tous. Vous allez pouvoir retrouver ce webinaire sur à la fois YouTube et sur votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme avec toute l'authenticité, la gentillesse de tous ceux qui étaient là sur ce webinaire. À très bientôt.